Je m'appelle Madeleine, j'ai 67 ans et je vis à Meaux, en Seine-et-Marne. Veuve depuis plus de 10 ans, je pensais avoir déjà payé mon tribut à la vie. Mon mari, André, est parti trop tôt, me laissant seule avec la tâche d'élever notre fils unique Julien. Toute mon existence s'est alors réduite à un seul objectif, le voir grandir, réussir et ne jamais manquer de rien. J'ai travaillé comme infirmière de nuit, j'ai économisé sou après sou pour qu'il puisse faire ses études de droit à Paris, et je me suis privée de voyages, de robes neuves, de tout ce qui aurait pu paraître futile. Julien était mon soleil. Quand il a épousé Camille, une jeune femme d'apparence douce rencontrée à la fac, j'ai cru que mes sacrifices trouvaient enfin leur récompense. Elle venait d'une famille aisée de Fontainebleau et semblait apporter à mon fils l'élégance et la stabilité que je ne pouvais lui offrir. Je l'ai accueillie comme une fille. J'ai ouvert ma maison, j'ai partagé mon jardin, mes recettes, mon cœur. Les premières années, tout allait bien. Puis les fissures ont commencé à apparaître. Camille avait une façon de me regarder, comme si je n'étais qu'une vieille chaise qu'on garde par politesse dans un coin du salon. J'ai vite compris que, pour elle, je n'étais qu'un meuble encombrant dans la maison familiale. Pourtant, Julien, trop amoureux ou trop aveugle, ne voyait rien. Lorsque Camille est tombée enceinte, je me suis dit que tout allait changer. Un enfant adoucit les cœurs, pensais-je. Je rêvais de tenir ce petit dans mes bras, de transmettre les berceuses de mon enfance, de préparer des soupes comme ma mère le faisait pour moi. Mais au lieu de m'approcher, elle m'a rejeté davantage. Elle répétait sans cesse qu'elle avait besoin de calme, que ma présence était trop pesante pour elle, que je devrais songer à prendre un petit appartement en centre-ville, comme si ma propre maison, celle où j'ai vécu 40 ans avec mon mari, ne m'appartenait plus. Un soir de mars, alors que je servais le dîner, Camille posa sa fourchette avec un bruit sec et dit d'un ton tranchant : « Pour le bien du bébé, il nous faut de la tranquillité. La maison est trop petite pour tout le monde. » Julien, assis en face d'elle, baissa les yeux sur son assiette. Mon cœur se serra. Mon fils n'osait pas me défendre. Moi, la femme qui s'était ruiné la santé pour lui offrir un avenir, j'étais traitée comme une intruse. Je ne dis rien. Le silence est parfois plus fort que les cris, mais dans ma poitrine, une douleur sourde naissait, plus violente que toutes mes nuits d'angoisse. Les semaines suivantes, Camille redoubla de froideur. Elle écartait ma chaise lors des repas, me reprenait devant les voisins, insinuait que j'étais trop âgée pour m'occuper d'un nouveau-né. Chaque parole m'écorchait un peu plus, mais je tenais bon, parce que je savais que Julien, malgré tout, avait besoin de moi. Un après-midi, en rangeant la chambre d'amis, j'ai retrouvé sur la commode un papier froissé que Camille avait laissé traîner. C'était une facture d'hôtel à Paris, pour 2 personnes, réglée un jour où elle prétendait être chez sa mère. Mon sang se glaça. J'ai compris ce que mon fils refusait de voir. Camille avait un amant. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas affronté Julien. Je n'ai pas dénoncé sa femme. J'ai choisi d'attendre, d'observer, de surveiller. Parce qu'au fond de moi, une intuition terrible grandissait. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. Camille préparait autre chose. Quelques jours plus tard, j'ai surpris une conversation au téléphone. Elle croyait être seule dans la cuisine, mais j'étais dans le couloir. Sa voix était basse, presque un murmure, mais je perçus distinctement. Oui, tout est en place. Quand il sera hors du jeu, nous aurons la maison et l'argent. J'ai senti mes jambes trembler. Elle parlait de Julien. Mon Julien. Cette femme qu'il adorait, cette femme pour qui il s'était éloigné de moi, projetait de le détruire avec l'aide de son amant. Je n'ai rien montré. Je suis retournée à mes occupations comme si de rien n'était, mais chaque fibre de mon être brûlait d'alerte. J'étais seule à connaître la vérité, seule à pouvoir sauver mon fils. Et dans ce silence que je m'imposais, je me suis juré de ne pas répéter les erreurs de ma jeunesse. Cette fois, je ne me laisserai pas écraser. Chère lectrice, cher lecteur, dites-moi, que feriez-vous à ma place ? Dénonceriez-vous immédiatement la trahison de votre belle-fille au risque de ne pas être crue ? Ou garderiez-vous le silence pour mieux observer et préparer votre défense ? Les jours suivants, je vécus dans un état de vigilance permanente. Chaque bruit de pas,
Chaque murmure derrière une porte me paraissait suspect. Le simple tintement d'un téléphone déclenchait en moi une crispation instinctive. J'avais découvert trop tard que Camille n'était pas seulement infidèle, elle devenait dangereuse. Je me surpris à noter mentalement les moindres détails. L'heure de ses sorties, les coups de fil qu'elle prenait dans le jardin sous prétexte de respirer, les sacs de courses qui semblaient venir d'ailleurs que du supermarché de mots. Tout formait une trame invisible que je devais décrypter. Julien, lui, ne voyait rien. Il rentrait tard de son cabinet d'avocat, épuisé, le front perlé de sueur, les épaules tombantes. Il s'asseyait à table, engloutissait son repas sans mots et disparaissait aussitôt dans son bureau. Je l'observais en silence, et je reconnaissais les mêmes signes d'usure que j'avais vus chez son père avant son infarctus. Mais cette fois, ce n'était pas le travail seul qui le minait, c'était la femme qu'il avait épousée. Un soir, Camille annonça qu'elle passerait la nuit chez une amie. Elle s'habilla avec une robe noire trop ajustée pour une femme enceinte de 6 mois, et quand elle franchit la porte, son parfum laissa derrière elle un sillage sucré qui me souleva le cœur. 1 heure plus tard, j'entendis Julien soupirer dans le salon. Il fixait son verre de vin comme si la réponse à ses malheurs s'y trouvait. Je ne pus m'empêcher de m'asseoir en face de lui. « Tu as l'air fatigué, mon fils. » Il hocha la tête, évitant mon regard. « Camille veut que je vende la maison, dit-il enfin, d'une voix rauque. Elle dit qu'on a besoin d'un endroit plus grand, plus moderne, plus loin de toi. » Un éclair froid me traversa la poitrine. Ainsi, elle avançait déjà ses pions. « Et toi, que veux-tu » demandai-je doucement. Il passa une main sur son visage, comme un homme qui se noyait. Je ne sais plus. Je compris alors combien il était fragilisé, à la merci de ses manipulations. Le lendemain, en rangeant le linge, je découvris par hasard dans la poche de son manteau un reçu bancaire, un retrait de 10 000 € effectué par Julien lui-même. Mais pourquoi faire ? Je savais qu'il était prudent avec l'argent, jamais dépensier. Cette somme, je la reconnus. C'était celle qu'il avait mise de côté pour les premières dépenses liées au bébé. Pourquoi l'avait-il sortie en liquide ? Je sentis une sueur glacée me couler dans le dos. 3 jours plus tard, je tenais ma première preuve tangible. Dans la boîte aux lettres, au milieu des factures habituelles, un courrier sans timbre, glissé à la main. Une enveloppe blanche, sans adresse, seulement mon prénom écrit d'une écriture féminine nerveuse, Madeleine. À l'intérieur, une simple photo, floue, prise dans la pénombre d'un parking. On y distinguait Camille, serrée contre un homme grand, brun, costume sombre, leurs lèvres presque collées, leurs mains emmêlées. Sous la photo, une ligne griffonnée au stylo. « Ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Je restais figée. Qui m'avait envoyé cela ? Une voisine compatissante ? Un employé d'hôtel ? Peu importait. J'avais désormais la certitude que Camille ne se contentait pas d'adultère. Elle préparait quelque chose de plus vaste, et quelqu'un, quelque part, voulait que je le découvre. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je me relevais plusieurs fois, arpentant le couloir, caressant machinalement le cadre où la photo d'André me fixait de son sourire figé. J'entendais presque sa voix me souffler. « Protège notre fils. » Le matin venu, j'avais pris une décision. Je n'irais pas trouver Julien tout de suite. Il était trop sous emprise, trop fragile. Non, il fallait que je rassemble des preuves solides, irréfutables. Alors seulement je pourrais le sauver. Je commençais par observer discrètement les allées et venues de Camille. Elle prétendait aller chez sa mère à Fontainebleau 2 fois par semaine. Mais j'appris, grâce à une connaissance travaillant à la gare, qu'elle prenait en réalité le train pour Paris. À chaque fois, elle retrouvait le même homme. Un certain Marc, cadre dans une société immobilière, connu pour sa réputation de séducteur. Une voisine, Claire, m'apporta un soir un autre indice. Elle m'avoua avoir surpris une conversation entre Camille et cet homme dans la rue. « Ne t'inquiète pas, disait-il. Quand il ne sera plus là, tout nous reviendra. Quand il ne sera plus là. » Les mots résonnaient dans ma tête comme un glas. Je compris alors l'ampleur du danger. Camille et son amant ne voulaient pas seulement éloigner Julien de moi, ils préparaient son élimination. Pas symbolique, non, réelle. Je sentis mon corps se raidir comme un roc. J'avais été infirmière, j'avais vu la mort rôder dans les couloirs des hôpitaux. Je reconnaissais les signes d'un projet meurtrier. Ils attendaient le moment propice,
Peut-être un accident de voiture maquillé, une chute dans l'escalier, une overdose simulée de médicaments. Tout était possible. Dès lors, chaque geste de ma belle-fille me sembla suspect. Quand elle servait un verre de jus d'orange à Julien, j'observais ses mains. Quand elle lui proposait d'aller courir pour se détendre, je retenais presque mon souffle. Mais je gardais le silence. Je me fis petite, presque invisible. Je voulais qu'il croie que je ne savais rien, car c'est dans l'ombre qu'on prépare les meilleures défenses. Je commençais à tenir un carnet secret. J'y notais les dates, les heures, les mots que j'entendais. J'y collais la photo anonyme, les reçus bancaires, tout ce qui pourrait un jour convaincre un juge, un avocat ou même la police. J'accumulais des munitions, silencieusement. Puis un soir, alors que je passais dans le couloir, j'entendis derrière la porte du bureau une phrase qui me glaça le sang. La voix de Camille, basse mais claire. Encore un peu de patience. Après l'été, il ne sera plus là. Et nous aurons tout. Je restais figée, la main crispée sur la rampe d'escalier. À cet instant, je sus que le compte à rebours avait commencé. Après cette phrase entendue derrière la porte du bureau, je vécus comme dans un cauchemar éveillé. Chaque jour semblait porter en lui la menace d'un drame imminent. J'observais mon fils comme on observe un malade en sursis, craignant qu'à tout moment, une main invisible ne vienne tirer les fils de sa vie. Julien, inconscient de ce qui se tramait, poursuivait ses journées harassantes d'avocat. Son visage se creusait, ses cernes s'approfondissaient, mais il continuait, persuadé qu'il bâtissait un avenir solide pour son enfant à naître. Moi seul savais qu'il avançait sur un fil et que, derrière lui, Camille et son amant s'apprêtaient à couper ce fil sans remords. Un matin de mai, alors que je rangeais les draps dans le grenier, je découvris par hasard une boîte à chaussures dissimulée derrière une pile de vieux cartons. Elle n'était pas à moi. Intrigué, je l'ouvris. À l'intérieur, plusieurs documents soigneusement pliés, relevés bancaires, copies de contrats d'assurance, photocopie de la carte d'identité de Julien. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Je lus, tremblante, les premières lignes d'un contrat d'assurance vie. Montant, 600 000 €. Bénéficiaire unique, Camille. La date de souscription remontait à quelques semaines seulement. Je dus m'asseoir sur une vieille malle pour reprendre mon souffle. Tout devenait limpide. Camille et son complice comptaient sur cette assurance. Mon fils valait davantage mort que vivant à leurs yeux. Je refermai la boîte avec précaution, replaçant chaque papier comme je l'avais trouvé. Je ne devais pas éveiller de soupçons, mais au fond de moi, une rage froide s'installait. Le soir même, j'eus la confirmation de mes craintes. Alors que je revenais du jardin, je surpris Camille dans la cuisine. Elle parlait au téléphone, croyant être seule. Sa voix était douce, caressante. « Oui, il a signé. Tout est prêt. Il suffit d'attendre le bon moment. Tu sais bien que dans sa voiture, les freins sont fragiles. » Mes jambes manquèrent de céder sous moi. Il prévoyait un accident, une défaillance mécanique simple, efficace, indiscutable aux yeux des enquêteurs. Je regagnai ma chambre en silence, le cœur en flammes. L'instinct maternel prit alors toute sa place. J'avais été une épouse dévouée, une infirmière attentive, une mère aimante. Désormais, je devais devenir une gardienne, une stratège. Je passais plusieurs nuits blanches à réfléchir. Devais-je prévenir Julien? Mais s'il allait tout répéter à Camille, aveuglé par son amour, je perdrais l'effet de surprise et, pire encore, je le mettrais en danger immédiat. Devais-je aller à la police? Mais avec quels éléments solides? Une photo floue, une conversation entendue à travers une porte, un contrat légalement signé, ce n'était pas suffisant pour déclencher une enquête. Alors je pris une autre décision. Me rapprocher discrètement d'un notaire et d'un vieil ami de confiance. Je savais que tôt ou tard, j'aurais besoin d'appui juridique. J'appelai Henri, un ancien collègue de mon mari, devenu avocat à la retraite. Nous nous retrouvâmes dans un petit café de Meaux, loin des regards. « Madeleine, tu sembles bouleversée, » dit-il après m'avoir écoutée. Je lui confiai tout, chaque détail, chaque preuve. Il resta silencieux un long moment, puis hocha la tête. « Tu fais bien de noter tout cela. Continue, constitue un dossier. Quand le moment sera venu, je saurai qui contacter. Mais surtout, ne te découvre pas trop vite. » Ces mots confirmèrent ma stratégie. J'étais sur la bonne voie. Les jours suivants, Camille redoubla de douceur envers Julien.
Elle lui préparait ses plats préférés, l'embrassait devant moi, caressait son ventre en parlant du futur bébé. Cette comédie me donnait la nausée. Elle ne trompait que lui. Moi, je voyais les éclairs froids dans ses yeux quand elle croyait que personne ne la regardait. Un soir, alors que Julien avait déjà gagné sa chambre, Camille s'approcha de moi dans le couloir. Son sourire était figé. « Vous devriez songer à partir, Madeleine. Cet environnement est trop stressant pour moi. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Je soutins son regard sans répondre. Elle ajouta presque dans un souffle. « Parfois, les vieilles branches doivent céder la place pour que l'arbre continue de grandir. » Je sentis la menace derrière l'image. Elle voulait me faire peur, mais c'est elle qui aurait dû trembler. Le lendemain, j'aperçus par hasard l'amant. Marc. Il attendait dans sa voiture noire devant la boulangerie du quartier. Camille le rejoignit quelques minutes, prétextant acheter des croissants. Leurs regards, leurs gestes furtifs confirmaient tout ce que je savais déjà. Je les observais à distance, dissimulés derrière un kiosque. Puis, avec une lenteur calculée, je sortis mon vieux téléphone et pris plusieurs photos. Floues, certes, mais reconnaissables. Une preuve de plus à ajouter à mon dossier secret. De retour à la maison, je glissais les clichés dans mon carnet, entre la photo anonyme et la copie du contrat d'assurance. Je relus mes notes. Date, heure, conversation. Le puzzle prenait forme. Mais je savais que le danger se rapprochait. Camille était impatiente. Sa grossesse avançait et elle voulait sans doute que l'accident survienne avant la naissance de l'enfant, afin de s'assurer le pactole sans partage. Je me surpris à surveiller chaque sortie de Julien. Quand il prenait la voiture pour aller au tribunal, je notais l'heure exacte. Quand il rentrait tard, je retenais mon souffle jusqu'à entendre la clé tourner dans la serrure. J'étais devenu son ange gardien de l'ombre, et il n'en savait rien. Puis survint un incident qui me confirma que le piège s'activait. Julien rentra un soir, pâle, le front en sueur. « J'ai failli avoir un accident », dit-il en passant une main tremblante dans ses cheveux. Les freins ont lâché au rond-point. Heureusement, j'étais en seconde. Je dus m'asseoir pour ne pas vaciller. Voilà, le plan avait commencé. Je feignis la surprise et l'inquiétude d'une mère ordinaire. Mais à l'intérieur, la tempête faisait rage. Je n'avais plus beaucoup de temps. Je passais la nuit entière à réfléchir, les yeux rivés au plafond. Mon choix était fait. Si je voulais sauver Julien, je devais agir, et vite. Le lendemain, je contactai discrètement Henri et pris rendez-vous avec un notaire de Meaux que je connaissais de réputation. Il était temps de préparer ma contre-offensive, silencieuse mais implacable. Le rendez-vous chez le notaire eut lieu par un matin gris de juin. Le ciel pesait sur Meaux comme une chape, mais je me sentais étrangement légère. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de reprendre l'initiative. Le notaire, maître Lefebvre, était un homme d'une 50aine d'années, rigoureux, discret. Je lui exposai ma situation avec des mots choisis, sans entrer dans les détails sordides. Je lui parlais d'un fils menacé par des intérêts financiers, d'une assurance vie suspecte, d'une épouse dont les intentions n'étaient pas claires. Il m'écouta longuement, les doigts joints, le regard fixe. « Madame, dit-il enfin, je ne peux agir que dans le cadre de la loi, mais je peux vous conseiller. Continuez à rassembler des éléments tangibles, chaque document, chaque photo, chaque témoin potentiel. Si un jour, il faut défendre votre fils, tout cela pèsera lourd. Et surtout, protégez vos propres biens. » Il m'expliqua que je pouvais mettre ma maison, mes modestes économies sous une protection légale, afin d'éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains si jamais il m'arrivait quelque chose. Ces mots me glacèrent. Moi aussi, j'étais peut-être une cible. Je sortis de son étude avec une détermination nouvelle. Ce combat ne se limiterait pas à Julien. Il s'agissait aussi de me défendre, moi, de préserver l'héritage de toute une vie. Le soir, Camille revint d'une soi-disant visite médicale. Je remarquai qu'elle portait un foulard pour cacher une marque sur son cou. Le parfum d'un autre homme la précédait. Julien, naïf, ne vit rien. Il lui demanda seulement comment allait le bébé. Elle posa sa main sur son ventre rond et répondit d'une voix doucereuse. « Parfaitement bien. » Mais moi, je la regardais comme on observe un serpent prêt à frapper. Dans les jours qui suivirent, je renforçai ma vigilance. Je pris l'habitude d'inspecter la voiture de Julien en cachette. Et un matin, mes soupçons furent confirmés.
Les flexibles de frein portaient des traces de coupures nettes, comme si quelqu'un avait entamé la matière avec une lame. J'eus un haut-le-cœur. Je pris des photos, minutieusement, puis je remplaçai les pièces défectueuses en silence, grâce à un voisin mécanicien qui me devait un service. Je lui fis promettre la plus stricte discrétion. À présent, je n'avais plus seulement des soupçons. J'avais la preuve d'une tentative de sabotage. Mais comment agir sans éveiller Camille? Si je déposais plainte trop tôt, elle nierait et Julien risquait de se ranger de son côté. Je devais attendre, accumuler. Une nuit, incapable de dormir, j'entendis des pas dans le couloir. Je me levai discrètement et suivis le bruit jusqu'au salon. Camille était là, assise sur le canapé, son téléphone à l'oreille. Elle parlait bas, mais le silence de la maison rendait ses mots distincts. Oui, il est épuisé. Encore un effort et il craquera. Après sera facile de maquiller ça. Un accident, un malaise, peu importe. L'important, c'est que les papiers soient prêts. Je faillis entrer en trombe et hurler. Mais je me retins. J'avais besoin d'elle, convaincue que je ne savais rien. Alors je regagnai ma chambre, la rage bouillonnant dans mes veines. Le lendemain, je décidai de rendre visite à Henri, mon vieil ami avocat. Je lui montrai les photos des freins, le contrat d'assurance, mes notes. Il pâlit. « Madeleine, c'est grave. Tu ne peux pas rester spectatrice. Tu dois préparer une protection juridique immédiate. Et surtout, éviter que Julien signe d'autres documents sans ton regard. » Nous élaborâmes ensemble un plan. Je garderais mon rôle d'ombre, silencieuse, mais chaque geste de Camille serait désormais consigné. Henri contacterait discrètement un ancien collègue de la gendarmerie pour préparer le terrain. Si un drame survenait, la machine judiciaire se mettrait en route plus vite. À la maison, je continuais à jouer mon rôle de mère effacée. Camille me croyait usée, résignée. Elle m'adressait parfois des sourires condescendants, comme si j'étais déjà hors jeu. Elle ignorait que j'étais son miroir inversé. Plus elle tissait sa toile, plus je récoltais le fil pour la piéger. Un après-midi, alors que je pliais le linge dans la buanderie, j'entendis un éclat de voix dans la cour. J'écartai le rideau. Camille retrouvait Marc, son amant. Ils se disputaient. Lui semblait pressé, nerveux. Elle, au contraire, gardait ce sourire cruel qui me glaçait. J'ouvris discrètement la fenêtre et saisis quelques bribes. Trop long, Marc. J'en ai assez d'attendre. Il doit disparaître avant la naissance. Sinon, rien n'aura de sens. Tu es folle, Camille. Si ça se sait, on est fichu. Mon cœur battait si fort que je crus qu'ils m'entendraient. Mais ils s'éloignèrent rapidement et je restais là, tremblante, avec une nouvelle certitude. L'accélération du plan était imminente. Je passais la soirée à surveiller Julien d'un œil inquiet. Quand il se leva pour aller courir, habitude qu'il avait gardée pour évacuer son stress, je l'arrêtai presque brutalement. « Ne sors pas ce soir, lui dis-je. La météo annonce de l'orage. » Il sourit faiblement, croyant à une inquiétude maternelle ordinaire, et resta. S'il avait su, je savais désormais qu'il me fallait agir dans l'ombre avec plus de fermeté. J'achetai une petite clé USB. Chaque soir, je scannais les documents collectés et les stockais dessus, avec un double dans un coffre à la banque. Si un jour on tentait de me réduire au silence, mes preuves parleraient pour moi. Mais la tension me rongeait. J'avais l'impression de vivre avec un compte à rebours invisible. Chaque minute, je me demandais, est-ce ce soir qu'ils frapperont? Puis vint un détail qui changea tout. Un matin, Julien trouva sur son bureau une enveloppe qu'il croyait laissée par un collègue. Il me montra rapidement le papier, en riant, trop fatigué pour s'attarder. C'était une autorisation de procuration bancaire, avec sa signature déjà imitée. Je me figeai. Camille l'avait sans doute déposé, espérant qu'il signe machinalement. Je réussis à subtiliser le document avant qu'il ne le voie vraiment. Je l'ajoutai à mon dossier. Une pièce de plus. Une arme de plus. Je compris alors que le piège se resserrait. Camille n'était plus seulement dans les préparatifs. Elle entrait en phase d'exécution. Et moi, pauvre veuve de Meaux, je devais trouver la force de la devancer. L'air de juin devenait lourd, presque orageux, comme si le ciel lui-même pressentait la tempête qui couvait dans notre maison. Chaque matin, je me réveillais avec une seule idée. Comment sauver Julien sans qu'il comprenne trop tôt, sans que Camille se doute que je savais tout? Je repensais aux années où j'étais infirmière. J'avais appris à observer les signes faibles, une respiration irrégulière, une sueur inhabituelle,
un geste qui trahit une douleur. Ici, les symptômes étaient clairs. Camille pressait l'accélérateur de son plan, Marc commençait à douter, Julien se consumait d'épuisement. Moi, j'étais le seul rempart entre la vie et la mort de mon fils. Un jeudi soir, alors que je préparais une soupe dans la cuisine, j'entendis Camille téléphoner depuis le jardin. Elle croyait sans doute que le vent disperserait ses paroles, mais les mots me parvinrent distincts. Ce week-end, il part à Fontainebleau pour plaider lundi. La route est parfaite. On n'aura qu'à s'assurer que la voiture ne tienne pas le trajet. Je faillis lâcher la louche dans le potage. Fontainebleau, une longue portion de route bordée de bois, isolée, l'endroit rêvé pour un accident. Je montai dans ma chambre, m'assis devant le petit bureau en bois de mon mari, et je pris une décision. Je ne pouvais plus attendre. Il me fallait un plan concret. Le lendemain, j'appelai Henri. Nous nous retrouvâmes dans un café discret près de la cathédrale de Meaux. Je lui révélai la dernière conversation entendue. Il pâlit. « Madeleine, il faut agir vite. Tu ne peux pas affronter ça seule. Si je vais à la police maintenant, ils me riront au nez. Il n'y a rien de solide. Mais si je les amène sur un fait, s'ils les prennent la main dans le sac, Henri réfléchit longuement, puis souffla. Piège-les, pousse-les à se découvrir. Mais sois prudente. Je passais l'après-midi à réfléchir à ce piège. Et l'idée me vint, la voiture. Si Camille et Marc comptaient la saboter, alors peut-être pouvais-je inverser la manœuvre. Installer un dispositif discret, une caméra miniature empruntée à un voisin technicien. Ainsi, je capturais leurs gestes. Le samedi, Julien annonça qu'il irait courir au parc. Camille profita aussitôt de l'occasion pour descendre au garage, prétendant chercher un carton de layette. Je la suivis discrètement. Elle se pencha sur la voiture, ouvrit le capot. Je ne voyais pas ses mains, mais j'entendis le cliquetis métallique d'un outil. Quand elle ressortit, je fis semblant de plier du linge dans la buanderie, comme si de rien n'était. Puis, le cœur battant, j'allais voir. Tout semblait intact, mais les freins avaient de nouveau été trafiqués. Cette fois, ma petite caméra avait tout enregistré. On voyait clairement Camille, enceinte de 6 mois, tourner autour du véhicule, desserrer une pièce, puis effacer les traces avec un chiffon. Le choc des images me donna des sueurs froides. Elle n'était pas seulement perfide, elle était prête à tuer l'homme qu'elle prétendait aimer, même avec l'enfant qu'elle portait encore en elle. Je cachais la clé USB dans un coffret en fer au fond de ma commode, sous mes affaires les plus banales. Puis je remplaçais à nouveau la pièce du véhicule grâce à mon voisin. Le soir, à table, Camille jouait à la parfaite épouse. Elle demanda à Julien s'il voulait qu'elle l'accompagne à Fontainebleau. Il refusa gentiment, arguant qu'elle devait se reposer. Je vis son regard s'assombrir une fraction de seconde avant de retrouver son sourire figé. Cette nuit-là, je fis un rêve étrange. André me parlait, son visage nimbé de lumière. « Tiens bon, Madeleine, le moment viendra. » Je me réveillai en larmes, mais déterminée. Dimanche matin, je passai à l'action. Je déposai anonymement dans la boîte aux lettres d'Henri une copie de la vidéo, avec une note: si quelque chose arrive à Julien, donnez ça à la police. L'après-midi, Camille reçut un appel. Elle sortit précipitamment, laissant son sac à main sur la table. J'eus à peine le temps de fouiller discrètement. À l'intérieur, une clé de chambre d'hôtel parisien datée du week-end précédent. Le nom inscrit sur le porte-clés ne laissait aucun doute. Elle avait retrouvé Marc. Je remis tout en place, puis je me tenais prête. Le lundi matin, Julien chargea ses dossiers dans la voiture. J'avais vérifié 1000 fois, le véhicule était sûr. Mais je savais que Camille tenterait encore quelque chose. Elle insista pour qu'il prenne un thermos de café qu'elle avait préparé. J'intervins aussitôt. « Non, Julien, prends celui que j'ai fait. Le mien est plus fort, tu en auras besoin. » Il sourit, me remercia, glissa le mien dans la voiture. Je vis le regard noir que Camille me lança. Quelques heures plus tard, alors que je rangeais la cuisine, le téléphone sonna. C'était Henri. « Madeleine, écoute-moi bien. Tu as fait ce qu'il fallait. Les preuves que tu m'as données suffisent déjà à éveiller l'intérêt de mes contacts à la gendarmerie. Mais surtout, reste vigilante. Ils ne vont pas abandonner. » Je raccrochais, tremblante. En fin d'après-midi, Julien m'appela depuis Fontainebleau. « Tout va bien, maman. La plaidoirie est prête. Je rentre demain. » Sa voix fatiguée mais vivante fut pour moi la plus belle des musiques.
Mais je savais qu'à Meaux, Camille rongeait son frein et que plus l'étau se resserrait, plus elle deviendrait dangereuse. Le soir venu, je sortis prendre l'air dans le jardin. Le ciel était violet, chargé d'électricité. J'aperçus Camille à la fenêtre de sa chambre, téléphone collé à l'oreille. Sa silhouette, découpée dans la lumière jaune, paraissait irréelle. Je l'entendis murmurer « Il fallait que sa mère s'en mêle, mais on trouvera un autre moyen. » Je compris alors que je n'étais plus seulement spectatrice du complot, j'en étais devenue la cible. Dès le lendemain du séjour de Julien à Fontainebleau, je sentis l'atmosphère de la maison se transformer. Camille, que j'avais vue jusque-là manœuvrer dans l'ombre, prit une assurance glaciale. Elle me lançait des regards lourds, des sourires figés comme des lames. Elle avait compris. J'étais devenue un obstacle qu'il fallait écarter. Je passais la plupart de mes journées à l'affût, le cœur battant, guettant le moindre signe. Dans la cuisine, elle déplaçait discrètement mes boîtes d'épices, comme pour me faire croire à une étourderie de l'âge. Dans l'escalier, je retrouvais parfois des marches légèrement humides, comme si quelqu'un y avait versé de l'eau. Des maladresses trop répétées pour être anodines. Un soir, alors que Julien dînait encore au bureau, Camille s'installa en face de moi à table. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Madeleine, commença-t-elle, vous êtes fatiguée, ça se voit. Vous devriez songer à vous reposer ailleurs. À votre âge, une maison comme celle-ci, c'est beaucoup trop. Vous ne trouvez pas ?» Je relevai la tête. « Cette maison est la mienne. J'y ai vécu 40 ans avec mon mari. » Elle eut un petit rire sec. « Les souvenirs ne paient pas les factures, vous savez. Et puis, il serait dommage qu'il vous arrive un accident ici. » Je restai immobile, mais chaque mot s'enfonça dans ma peau comme une piqûre. Elle venait de franchir une ligne. Ce n'était plus une insinuation, c'était une menace claire. La nuit, je ne dormais plus. J'entendais ses pas dans le couloir, ses allées et venues étranges. Je me levais parfois, silencieuse, pour vérifier que les fenêtres étaient bien fermées, que la gazinière était coupée, que ma chambre n'était pas piégée par une main malveillante. Je décidai de renforcer ma stratégie. J'achetai un petit carnet à spirale que je gardais toujours dans ma poche. Chaque geste suspect y était consigné. L'heure, la situation, les paroles exactes. J'avais appris, en tant qu'infirmière, que ce sont les détails précis qui sauvent une vie. Puis, il y eut ce matin fatidique. J'étais dans la cour en train d'étendre du linge lorsque j'entendis des éclats de voix venant du garage. Je me glissai derrière la porte entr'ouverte. Camille y était, avec Marc. Je reconnus sa silhouette trapue, son parfum trop fort. Il parlait à voix basse, mais je saisis l'essentiel. « Sa mère se met en travers, » disait Marc. « On n'avait pas prévu ça. »« Alors on s'en occupera, » répliqua Camille. « Une chute dans l'escalier, un malaise, que sais-je. Elle est vieille, personne ne posera de questions. » Je dus me retenir pour ne pas crier. Leur plan n'était plus seulement contre Julien. J'étais maintenant une cible directe. Je me réfugiai dans ma chambre, les mains tremblantes. Mes yeux tombèrent sur la photo d'André posée sur ma table de nuit. « Protège-les », semblait-il murmurer. Mais qui me protégerait, moi? Je pris alors une décision radicale. Si je voulais sauver Julien, je devais provoquer Camille, la pousser à commettre une erreur irréversible devant témoins ou preuves. Elle croyait que j'étais faible, une vieille femme usée. J'allais utiliser cette image contre elle. Le lendemain, je préparais soigneusement mon piège. J'invitais ma voisine Claire à prendre le thé. Claire, une femme bavarde, toujours à l'affût des ragots du quartier, mais au fond bienveillante. Je savais qu'avec elle, chaque mot prononcé serait répété dans tout le voisinage. Et c'était exactement ce qu'il me fallait. Camille entra dans la cuisine au moment où Claire et moi discutions. D'un ton doux, je lançai « Tu sais, ma chère, il y a des gens qui pensent que ma présence dérange. Mais moi, je suis solide. J'ai vécu pire. Même si quelqu'un essayait de me faire disparaître, je resterais debout. » Le silence qui suivit fut coupant. Camille me jeta un regard noir, mais Claire, mal à l'aise, tout sauta. Je savais qu'avant la fin de la journée, toute la rue serait au courant que je me sentais menacée. C'était ma première protection. La rumeur, ce filet invisible qui force les gens à se surveiller. Le soir, quand Julien rentra, Camille l'accueillit avec une tendresse forcée. Elle lui glissa à l'oreille des mots que je ne pus entendre, mais ses yeux brillaient d'une colère contenue.
Elle avait compris que je compliquais son jeu. La tension monta d'un cran le lendemain. Alors que je sortais de la salle de bain, mes semelles glissèrent brutalement. Le carrelage était mouillé, savonneux. Je faillis tomber, me rattrapais de justesse au chambranle de la porte. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que ce n'était pas un accident. Je descendis lentement l'escalier, le souffle court. Camille m'attendait dans le salon, une tasse de tisane à la main. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle avec une douceur feinte. « Vous devriez être prudente. À votre âge, une chute peut être fatale. » Je ne répondis pas. Je serrai mon carnet dans ma poche où je noterai aussitôt l'incident. Encore une preuve. Cette même nuit, j'entendis la porte du garage s'ouvrir. Je me glissais dans le couloir, pieds nus. Camille et Marc chuchotaient encore. « Demain, dit-elle, il y aura du monde à la maison pour l'anniversaire de Julien. Ce sera l'occasion parfaite. Sa mère fera un malaise, et personne ne doutera. Un anniversaire. » Mon fils pensait fêter ses 37 ans entouré de proches, inconscient qu'on préparait une tragédie, la sienne et la mienne. Je retournai me coucher, glacé mais résolu. Cette fois, je n'attendrai plus. Je contacterai Henri dès l'aube et je lui donnerai les derniers détails. Si Camille comptait agir devant témoin, alors je devais transformer sa mise en scène en sa perte. Au petit matin, j'écrivis une longue lettre que je scellai dans une enveloppe adressée à la gendarmerie. Dedans, je résumais tout. L'assurance vie, les sabotages, les menaces, les tentatives d'accident, les conversations surprises. Je confiai l'enveloppe à Claire, sous prétexte de lui demander de la poster pour moi. « C'est important, lui dis-je. Si je t'arrive malheur, promets-moi de la remettre. » Elle me regarda avec effroi, mais hocha la tête. Tout était en place. J'allais enfin confronter ma belle-fille, mais à ma manière. Pas avec des cris, avec des faits, des regards, des preuves qui finiraient par la faire tomber dans son propre piège. Le jour de l'anniversaire de Julien arriva, et avec lui une tension presque insoutenable. J'avais l'impression que les murs de la maison retenaient leur souffle. Le matin, je préparais un gâteau simple, comme j'en avais fait pour lui depuis son enfance. Un gâteau au chocolat nappé de crème, son préféré. Pendant que je fouettais la pâte, mes mains tremblaient, non pas de fatigue, mais de cette angoisse sourde qui m'accompagnait depuis des semaines. Julien, concentré sur ses dossiers, croyait qu'il s'agissait d'une journée ordinaire, ponctuée d'un repas familial. Camille, elle, orchestrait tout comme une pièce de théâtre. Elle avait dressé la table avec une perfection glaciale, disposé des fleurs blanches dans des vases, choisi une robe rouge éclatante qui tranchait avec son ventre arrondi. Elle souriait trop, parlait trop, comme si elle voulait détourner les regards de quelque chose. Les invités commencèrent à arriver. 2 collègues de Julien, un voisin, et Claire, ma fidèle voisine, qui s'était installée près de moi. Je savais qu'elle observait discrètement, prête à témoigner si les choses tournaient mal. Le repas débuta dans une atmosphère lourde. Julien, un peu gêné par tant d'attention, leva son verre pour remercier tout le monde. Je scrutais chaque geste de Camille, chaque mouvement de ses mains. Elle servait les assiettes avec une minutie étrange, déposant devant Julien un plat qui me sembla suspect. Je pris sur moi. Discrètement, je posai ma fourchette et fis mine de changer de place, prétextant vouloir aider en cuisine. J'effleurai l'assiette de Julien, l'échangeai avec la mienne en une seconde. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Quelques minutes plus tard, Camille s'approcha de lui, posant une main tendre sur son épaule. « Mange, mon amour, tu en as besoin. » Je me contentais de sourire, serrant ma propre assiette devant moi comme un bouclier. Je ne pris pas une seule bouchée. Puis vint le gâteau. Camille insista pour couper elle-même les parts. Elle déposa une généreuse portion devant Julien, une autre devant moi. Mais je refusai poliment. « J'ai déjà trop mangé, dis-je. Je garde un peu de place pour plus tard. » Ses yeux se plissèrent, méfiants, mais elle ne dit rien. Tout se déroulait comme une partie d'échecs. Chacun de mes gestes visait à la frustrer, à l'empêcher d'aller jusqu'au bout sans pouvoir se dévoiler devant les autres. Je savais qu'elle bouillait derrière son sourire figé. Au milieu du repas, Marc fit son apparition. Officiellement, il venait apporter un dossier à Julien. En réalité, il s'invita à table, sans gêne, comme s'il faisait partie de la famille. Mon sang se glaça en le voyant poser sa main un instant sur la chaise de Camille, geste furtif que seul un œil attentif pouvait remarquer.
Claire me lança un regard. Elle aussi avait vu. Alors je pris la parole. Ma voix tremblait, mais je la forçais à rester calme. Savez-vous, dis-je en m'adressant aux invités, qu'il est parfois dangereux de trop faire confiance? On peut croire aimer quelqu'un, mais derrière les sourires, certains cachent des projets terribles. Un silence gêné s'installa. Julien fronça les sourcils. Maman. Laissez-moi finir, Julien. Je sortis mon petit carnet de ma poche. Les pages étaient couvertes d'une écriture serrée. Depuis plusieurs semaines, je note des choses étranges. Des sabotages, des conversations surprenantes, des documents suspects. Camille devint livide. Marc détourna le regard. Les invités échangèrent des murmures. Je posai lentement le carnet sur la table sans l'ouvrir. Je ne suis pas une vieille femme sénile, comme certains aiment à le croire. J'ai des preuves. Et si demain il m'arrivait quelque chose ou à mon fils, tout cela serait entre les mains de la gendarmerie. Julien pâlit. De quoi parles-tu? Je le regardai droit dans les yeux. Je parle de ta vie, Julien, de ceux qui veulent te la prendre. Camille éclata d'un rire nerveux. Quelle comédie! Madeleine, vous perdez la raison. Personne ici ne croit à vos histoires. Mais sa voix tremblait. Et au même moment, Claire intervint. Excuse-moi, Camille, mais j'ai entendu des choses. Dans le jardin, dans le garage. Tu crois qu'on ne remarque pas tes rendez-vous secrets? Un silence glacial tomba sur la pièce. Julien se leva brusquement, renversant sa chaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Camille, démasquée trop tôt, perdit son masque. Son visage se tordit de colère. Tu crois ta mère? Une vieille femme paranoïaque, Marc tenta de se lever pour l'arrêter, mais il était trop tard. La vérité suintait de partout. Les regards des invités, de Claire, même des collègues de Julien, pesaient sur elle comme un tribunal silencieux. Julien se tourna vers moi, abasourdi. « Maman, est-ce vrai des preuves ?» Je posai ma main sur son bras. « Oui, mon fils, et elles sont déjà en lieu sûr. » Camille blêmit. Ses lèvres remuèrent, mais aucun mot n'en sortit. Marc, furieux, quitta la maison sans un mot, claquant la porte derrière lui. Le repas d'anniversaire était devenu une scène d'affrontement. Julien, encore sous le choc, s'effondra sur sa chaise, la tête dans les mains. Moi, je me tenais droite, comme si la force de toutes mes années s'était condensée en cet instant. Je savais que la partie n'était pas terminée, mais j'avais frappé un grand coup. Camille n'était plus l'épouse parfaite aux yeux de tous. Elle était désormais une femme suspecte, observée, scrutée. Et moi, veuve de Meaux, j'avais gagné une manche dans cette guerre silencieuse. Après l'anniversaire, rien ne fut plus pareil dans la maison. Les convives étaient partis en hâte, laissant derrière eux des assiettes à moitié pleines et une atmosphère saturée de malaise. Julien, silencieux, n'avait presque pas parlé de la soirée. Il s'était enfermé dans son bureau, comme pour fuir une réalité trop lourde à affronter. Camille, elle, avait changé de visage. Ses sourires forcés, ses minauderies avaient disparu. À la place, je voyais une dureté nue, une rage glaciale qu'elle ne cherchait même plus à cacher devant moi. Elle évitait Julien, prétextant la fatigue de sa grossesse. Mais ses yeux, chaque fois qu'ils croisaient les miens, lançaient des éclairs. Je savais ce que cela signifiait. Acculée, elle n'avait plus rien à perdre. Et une personne qui n'a plus rien à perdre devient plus dangereuse encore. 2 jours plus tard, un événement confirma mes craintes. Alors que je sortais la poubelle dans la cour, je vis Marc posté au coin de la rue, dissimulé dans sa voiture. Nos regards se croisèrent. Il ne détourna pas les yeux. Il voulait que je sache qu'il était là, qu'il veillait, qu'il me surveillait. Je rentrais précipitamment, le cœur battant. Quand j'osais jeter un coup d'œil par la fenêtre, la voiture avait disparu. Mais je compris le message. Camille avait encore son complice et il n'avait pas renoncé. Julien, trop absorbé par son travail, ne voyait rien. Il ne comprenait pas pourquoi je m'inquiétais de ses horaires, pourquoi je vérifiais ses trajets. « Maman, tu exagères », me dit-il une fois, en me caressant la main comme à une enfant capricieuse. Je baissai les yeux, avalant mes mots. Comment lui expliquer que sa femme voulait sa mort sans preuve définitive? Alors je redoublais de vigilance. J'installai un petit carnet près de mon lit, dans lequel je consignais tout. Les visites nocturnes de Camille dans le garage, ses appels murmurés dans le jardin, les regards échangés avec Marc. Je conservais aussi, à l'abri dans une boîte métallique, les vidéos, les photos, le contrat d'assurance.
Chaque élément devenait une brique dans le mur que j'érigeais contre eux. Un soir, Camille fit une tentative plus directe. J'étais dans la cuisine en train de préparer une tisane. Elle entra silencieusement, prit une seconde tasse et insista pour la remplir elle-même. « Laissez-moi vous faire plaisir, Madeleine. Vous avez besoin de repos. » Elle posa la tasse devant moi, le sourire aux lèvres. Je fis mine de la porter à mes lèvres, mais je ne bus pas. Dès qu'elle quitta la pièce, je renversai le liquide dans l'évier. Une odeur âcre me sauta au nez, différente des simples plantes. Mon estomac se noua. Je ne sus jamais ce qu'elle avait mis dans cette tisane, mais j'avais la certitude que ce n'était pas innocent. Le lendemain, je rendis visite à Henri. Je lui racontai l'incident. Son visage se durcit. « Madeleine, tu n'es plus seulement témoin, tu es en danger immédiat. Tu dois mettre ton fils face à la vérité. »« Pas encore, répondis-je. S'il se braque, s'il refuse de me croire, Camille en profitera. Il faut que je la pousse à se dévoiler devant lui. » Henri soupira mais acquiesça. Nous élaborâmes une idée, organiser un rendez-vous inattendu avec Camille sous prétexte d'un conseil juridique. Henri la convoquerait pour une formalité liée à l'assurance vie. Julien, prévenu au dernier moment, serait présent. Ainsi, Camille serait prise de court. Je rentrai à la maison avec un poids sur la poitrine. Je savais que la confrontation approchait. La nuit suivante, je fus réveillé par un bruit sourd. Je sortis de ma chambre et descendis prudemment l'escalier. Dans le salon, une silhouette se dessinait. Marc. Oui, Marc, en pleine nuit, à l'intérieur de notre maison. Camille lui ouvrait la porte, enceinte mais animée d'une froideur inhumaine. « On doit se débarrasser d'elle, dit-il. Elle en sait trop. » Je me plaquai contre le mur, retenant mon souffle. « Bientôt, » répondit Camille. « Je trouverai le moment. » Je regagnai ma chambre sur la pointe des pieds tremblante. Je compris alors que je n'avais plus le choix. Il fallait agir immédiatement ou je ne verrais peut-être pas la fin de l'été. Le lendemain matin, je glissai discrètement une clé USB dans la poche de Julien avant qu'il parte au travail. Une clé contenant une partie des preuves, la vidéo du sabotage de la voiture, la photo avec Marc, les copies de l'assurance. J'y avais joint une lettre, écrite de ma main. « Mon fils, si un jour tu doutes de ta mère, regarde ces fichiers. S'ils sont entre tes mains, c'est que ma vie est en danger. Crois-moi, celle que tu as épousée veut ta perte. Protège-toi. » Puis je fis semblant de vaquer à mes occupations, comme chaque jour. Camille me surveillait, je le savais, mais je gardais un visage impassible. L'après-midi, Henri m'appela. Sa voix grave ne laissait pas place au doute. « Tout est prêt. Demain, 15 heures. J'ai convoqué Camille au cabinet. Julien sera présent. » Je raccrochais les mains moites. Le dénouement approchait. Soit Camille tomberait dans le piège, soit elle me détruirait avant. Ce soir-là au dîner, elle fut étrangement calme, trop calme. Elle parlait de l'avenir, du bébé, de la décoration de la chambre d'enfant. Julien souriait, attendri. Moi, je fixais ses mains posées sur la nappe, et je savais que ses mains pouvaient aussi signer sa condamnation. Je ne mangeais presque rien. Mon esprit n'était plus qu'une armée de scénarios. Le danger planait sur moi comme une ombre, et je savais que la journée du lendemain déciderait de tout. La vérité éclaterait enfin, ou bien je disparaîtrais dans le silence. Le lendemain, je me levai avant l'aube. La maison dormait encore, mais je savais que cette journée marquerait un tournant irréversible. J'enfilai une robe sombre, discrète, et pris un foulard que j'avais conservé depuis mes années d'infirmière, comme un talisman. J'avais l'impression de me rendre à une bataille silencieuse. À midi, Camille se montra nerveuse. Elle tourna en rond dans le salon, changea 2 fois de tenue, vérifia son téléphone toutes les 10 minutes. Quand Julien rentra pour déjeuner, elle feignit un calme forcé. Il nous annonça « Henri m'a demandé de venir à son cabinet cet après-midi. Il veut revoir certains papiers. Je ne comprends pas pourquoi. Camille, tu viens aussi. » Ses yeux s'agrandirent d'inquiétude. Elle esquissa un sourire. « Bien sûr. » À 15 heures, nous franchîmes ensemble la porte du cabinet d'Henri, situé dans une rue tranquille de Meaux. L'air y était lourd, chargé d'une tension palpable. Henri nous accueillit avec un sérieux inhabituel. Il nous conduisit dans une salle où des dossiers étaient soigneusement alignés. « Merci d'être venu, dit-il. J'ai besoin de clarifier certaines choses. » Il invita Julien à s'asseoir, puis posa devant lui une chemise cartonnée. À l'intérieur, le contrat d'assurance vie.
Camille pâlit, mais resta muette. Julien, reprit Henri, saviez-vous que vous aviez signé un contrat vous désignant comme assuré pour 600 000 € avec votre épouse comme unique bénéficiaire? Julien fronça les sourcils. Oui, enfin, je me souviens qu'on m'a parlé de ça, mais je croyais que c'était une simple précaution. Henri se tourna vers Camille. C'est vous qui avez insisté pour qu'il signe, n'est-ce pas? Elle soutint son regard, la voix douce. C'est courant, maître. Beaucoup de couples souscrivent une assurance vie. Je voulais seulement protéger notre famille. Je sentis ma gorge se serrer. Son aplomb était effrayant. Henri fit alors signe, et je compris que le moment était venu. Il sortit une clé USB de son tiroir et la brancha sur son ordinateur. L'écran projeta la vidéo. Camille, enceinte, penchée sur la voiture de Julien, desserrant les freins, effaçant ses traces. La pièce devint glaciale. Julien se leva brusquement, blême. « Qu'est-ce que... Camille, c'est toi ?» Elle balbutia, tenta un sourire. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je vérifiais seulement. »« Vérifier les freins ?» cria Julien. « Mais tu as perdu la tête ?» Henri ne dit rien, laissant l'image parler d'elle-même. Puis il fit défiler une autre photo. Camille et Marc, enlacés sur un parking, lèvres presque jointes. Julien porta les mains à son visage, incapable d'affronter la vérité. Mon Dieu! Camille changea alors de stratégie. Elle éclata en sanglots, posant une main sur son ventre arrondi. « Julien, écoute-moi. J'étais perdue, influencée. Je t'aime, c'est toi que j'aime. » Ses larmes coulaient, mais ses yeux cherchaient sans cesse une échappatoire. Je pris la parole pour la première fois depuis le début de la confrontation. « Julien, mon fils, tu as devant toi la preuve que ta femme ne voulait pas seulement ton argent. Elle voulait ta vie. » Il releva les yeux vers moi, dévasté. « Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» Je lui pris la main. « Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu l'aimais trop. Il fallait qu'elle se dévoile d'elle-même. » Camille, voyant le piège se refermer, laissa tomber son masque. Elle s'essuya les joues d'un geste brusque et cracha. « Vieille sorcière, tu crois que tu as gagné? Tu crois qu'il va te croire toi plutôt que moi? Tu as toujours été jalouse, tu voulais ton fils pour toi seul. » Julien se leva, tremblant. « Assez, Camille. Je t'ai défendu, aimé, protégé. Et toi, tu complotais ma mort ?» Elle recula, blême. « Non, c'est Marc, c'est lui qui a tout planifié. » Henri intervint ferme. « Madame, vos paroles sont enregistrées. Et je vous préviens, ce que vous venez d'avouer ici peut déjà être retenu contre vous. » Camille chancela. Pendant un instant, je crus qu'elle allait s'effondrer. Puis, avec une froideur inhumaine, elle posa une main sur son ventre. « Peu importe ce que vous croyez. Cet enfant sera toujours le vôtre, Julien. » Ces mots résonnèrent comme une ultime tentative de chantage affectif. Julien détourna le regard, les larmes aux yeux. La séance s'acheva dans un silence lourd. Camille sortit la première, claquant la porte. Julien resta assis, le visage enfoui dans ses mains. « Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-il. La femme que j'aimais, la mère de mon enfant. » Je posai une main sur son épaule. « Tu dois être fort, Julien, pour toi, pour l'enfant. Mais surtout, tu dois la tenir éloignée de ta vie. » Henri prit un ton grave. « Je vais transmettre tout cela à mes contacts. Mais en attendant, soyez prudents. » Elle n'a pas dit son dernier mot. Nous quittâmes le cabinet au crépuscule. Le ciel de Meaux était teinté de rouge comme une plaie ouverte. Je marchais aux côtés de mon fils, sentant son pas lourd, accablé. Je savais que Camille, humiliée, cherchait déjà un nouveau plan. L'animal blessé devient plus dangereux encore. Et moi, je n'avais plus qu'une seule certitude. La bataille n'était pas terminée. La prochaine confrontation serait décisive. Les jours qui suivirent la confrontation chez Henri furent d'une lourdeur étouffante. Julien errait dans la maison comme une âme perdue. Ses yeux, autrefois lumineux, semblaient s'être vidés. Moi, je restais vigilante, car je savais que Camille n'avait pas dit son dernier mot. Elle n'avait pas la dignité de reculer. Elle chercherait à sauver ce qui pouvait l'être, quitte à entraîner tout le monde dans sa chute. Et cela ne tarda pas. Une semaine plus tard, alors que Julien rentrait tard du tribunal, je surpris Camille dans le salon, téléphone à l'oreille. Sa voix était hachée, nerveuse. « Marc, écoute-moi, on doit partir maintenant. La police est sur nos traces. Non, je n'attendrai pas. Je prends l'argent qu'il reste et je file. » Ces mots claquèrent comme un coup de tonnerre. Elle allait s'enfuir, abandonner Julien, peut-être même l'enfant qu'elle portait. Mais surtout, elle cherchait à disparaître avant que la justice ne l'atteigne.
Je m'avançai doucement dans la pièce. « Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir, Camille ?» Elle sursauta, puis me fusilla du regard. « Vieille folle, tu ne comprends rien. Tu as détruit ma vie. » Je répondis calmement. « Non. Tu l'as détruite toi-même, le jour où tu as choisi la trahison. » Elle serra son sac contre elle, prête à partir. Mais au même moment, la sonnette retentit. 3 coups secs. Je savais ce que cela signifiait. Henri avait agi. La gendarmerie était là. Julien descendit l'escalier en trombe, surpris de voir 2 uniformes entrer. L'un d'eux déclara d'une voix ferme. « Madame Camille Duret, vous êtes placée en garde à vue pour tentative d'homicide, escroquerie et fraude à l'assurance. » Camille resta pétrifiée. Ses yeux se posèrent une dernière fois sur Julien, mais il détourna le regard. Puis elle fut emmenée, ses pas résonnant sur le carrelage comme un glas. Quand la porte se referma, le silence tomba. Julien s'assit, la tête entre les mains. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je posai une main sur son épaule. Parce que tu aimais mon fils, et l'amour rend vulnérable. Mais ce n'est pas ta faute. Les semaines suivantes furent un mélange de douleur et de soulagement. Julien obtint la garde exclusive de l'enfant à naître. Camille, en attente de son procès, fut incarcérée à Fleury-Mérogis. Quant à Marc, il disparut un temps avant d'être arrêté à Paris pour complicité. Je regardais mon fils tenter de se reconstruire, lentement. Ses nuits étaient encore troublées, mais il retrouvait peu à peu la force de vivre. Et moi, je redevenais ce que j'avais toujours été, son roc, son ancrage. Puis vint le jour où il me demanda, les yeux brillants d'émotion, « Maman, accepterais-tu d'être la marraine de mon enfant ?» Je crus que mon cœur allait se briser de tendresse. Oui, bien sûr que j'acceptais. Ce petit serait la preuve que la vie pouvait renaître même des plus grandes trahisons. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que nous avons traversé, je mesure le chemin parcouru. Moi, simple veuve de Meaux, j'ai affronté la cruauté glaciale d'une femme prête à tout pour l'argent. J'ai connu la peur, l'humiliation, le doute, mais je n'ai jamais cédé au silence. J'ai observé, noté, rassemblé. J'ai transformé ma faiblesse apparente en force secrète. Et maintenant, je veux dire ceci à toutes celles qui lisent mon histoire. Ne laissez jamais personne vous réduire au silence. On nous croit fragiles parce que nous avons des rides, parce que nos mains tremblent parfois, parce que nos pas sont plus lents. Mais la vérité, c'est que nous portons en nous des décennies de courage, de sacrifice et de lucidité. Nous voyons ce que les autres ne veulent pas voir. Nous entendons ce que les autres n'écoutent plus. Quand vos proches vous méprisent, quand on vous dit que vous êtes de trop, souvenez-vous, vous n'êtes jamais inutile. Votre voix, même chuchotée, peut sauver une vie. Votre silence, s'il est stratégique, peut devenir une arme redoutable. Moi, Madeleine, 67 ans, j'ai protégé mon fils des griffes de celle qui partageait son lit. J'ai tenu tête à une jeunesse arrogante, à une hypocrisie venimeuse. Et j'ai gagné. Pas par la violence, mais par la patience, par la vérité, par cette vigilance obstinée qui est le privilège des femmes qui ont tout vu, tout vécu. Alors je vous en prie, mes sœurs de l'ombre, mes compagnes de l'âge et de la mémoire, ne baissez jamais la tête. Quand l'injustice vous frappe, dressez-vous, même seul, même fatigué, parce que votre force, cachée mais immense, peut encore changer des destins. Et si un jour vos enfants, vos proches, vos voisins doutent de vous, rappelez-leur ceci. Les vieilles branches portent encore la sève. Moi, je n'ai plus peur.